Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur une activité d'analyse technologique. Donc, je vous réfère à un document en PDF. En fait, pour la plupart, je vous l'ai distribué en papier. Vous pouvez bien entendu aussi aller voir les vidéos associées à l'activité. Donc, chacun des objets qu'on va analyser ou qui sont à analyser sont présents dans des vidéos dans lesquelles je me filme en train d'observer et d'analyser l'objet. Donc, c'est quoi ça, une analyse technologique? En fait, c'est exactement le fait de prendre un objet pour essayer de décortiquer, d'une part, comment il fonctionne, hein, et d'autre part, comment il est fabriqué ou comment il est fait. Donc, on va essayer au final d'arriver à pouvoir esquisser deux schémas, c'est-à-dire le schéma de principe et le schéma de construction. Deux choses qui ont fait l'objet de deux autres capsules. Donc, il y a des questions en lien avec un objet. Hein, il s'agit d'analyser, de jouer avec, puis d'observer comment tout ça s'est assemblé, hein, toutes les pièces qu'il compose, pour pouvoir justement en retirer deux schémas, schéma de principe et schéma de construction. Il y aura quelques questions et là, je m'apprête à analyser certains objets avec vous. Donc, dans le document, il y aura à la fin un travail, bien entendu, à me remettre. Je commence dès maintenant. Donc, si on tourne la première page du document, alors, petit avertissement ici, là, bien entendu, l'activité, là, je m'apprête à la réaliser avec vous, sous la forme d'une petite capsule guidée. Donc, arrêtez-vous à chaque fois que vous voyez un petit pause à l'écran pour tenter vous-même de compléter chacune des pages qui sont demandées. Là, comme ça, si vous faites l'effort, puis après ça, vous rappuyez sur mise en marche, vous allez être en mesure de valider si vous aviez bien compris. Bien entendu, c'est sûr qu'à la fin, je ne vous montre pas les réponses parce qu'il y a une partie du document qui est à remettre, mais pour le reste, hein, si vous êtes capable de le faire puis d'arriver à peu près aux mêmes réponses ou sensiblement que moi, ben là, vous allez être confiant ou confiante pour la suite des choses. Donc, chaque fois que vous voyez pause, pesez sur pause. Après ça, on essaie de faire l'activité et on poursuit. Un petit rappel, ou en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, dans le fond, première activité, je vous demande de placer, en fait, les 7 mots ou 7 formulations là, dans les 7 phrases appropriées pour se rappeler en même temps, là, dans le fond, avant de schématiser ou pour schématiser, de quelle façon on va s'y prendre. Hein, la première chose, la première phrase, hein, choisir la meilleure vue pour représenter un objet. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Bien entendu, si je prends un objet, peu importe l'objet, hein, on a vu ça dans le cadre d'une autre capsule, observer l'objet sous différents angles. Hein. Si on s'imagine une boîte ou un cube autour de l'objet, il y a donc 6 faces et on pourrait observer l'objet d'une certaine façon. On peut tourner l'objet puis l'observer d'une autre façon. Choisir la meilleure vue, c'est celle qui, selon vous, permet de mieux comprendre comment fonctionne l'objet. Hein. On avait vu dans le cadre des schémas de principe et de construction que cet objet-là, le limonadier, peut-être la façon la plus facile de dessiner, c'était justement vu de cette façon. On avait appelé ça la vue de face. Hein. Si je regarde le même objet, mais vu de dessus, c'est beaucoup moins parlant, même si pour d'autres raisons, ça pourrait être utile de comprendre qu'est-ce qui se passe vu du dessus. Donc, première chose, choisir la meilleure vue. Ensuite de ça, représenter l'objet par des lignes simples. C'est donc dire que je ne m'attends pas de vous de faire des artistes ou des ingénieurs en dessin technique hyper avancés. Prenez des crayons de couleur et tracez des lignes simples. Aidez-vous d'une règle ou à la rigueur d'une photo dans votre téléphone, dans votre appareil, pour vous aider à dessiner. Conserver une certaine proportion des différentes pièces. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être que... attendez. Qu'est-ce que c'est qu'une proportion? Hein? Quand on fait un dessin, par exemple, si je dessine une chaise, bon, je vais essayer de dessiner une chaise ici, là. Hein? Donc, j'ai 4 pattes avec une chaise sur laquelle je peux m'appuyer. Une même chaise qui n'aurait pas peut-être les bonnes proportions, probablement que ça serait quelque chose qui serait peut-être qui ressemble à ça ici, donc peut-être des tout petites pattes avec un gros appui. Donc, si vous marquez le dessin à votre gauche, c'est un dessin avec les meilleures proportions. C'est donc on respecte les dimensions des pièces les unes par rapport aux autres, tandis que le deuxième dessin ici, beaucoup moins proportionné.
Si c'est pas assez proportionné, le faites-vous-en pas, là, mais on tente de rester autant que possible proportionné. Là, ça va vous aider après ça à voir les mouvements et les différentes forces qui sont en jeu. Prochaine chose, hein, utilisez de la couleur. Ne vous gênez pas, là, ça va être un critère d'évaluation, c'est-à-dire que quand vous schématisez, on utilise des crayons de couleur, ça fait ressortir les différentes pièces, puis ça nous aide à comprendre le fonctionnement de l'objet. Prochaine chose, nommer les différentes pièces. Hein. Dans les deux types de schémas qu'on avait vus, hein, il faut nommer chaque pièce, hein, les pattes, le dossier, l'appui, etc. On donne des noms. Et je vous rappelle que si vous ne connaissez pas le nom, vous inventez le nom, vous appelez ça à la rigueur pièce 1, pièce 2, pièce 3. On utilise les symboles appropriés, donc référez-vous à des légendes dans lesquelles on a vu, là, dans le fond, comment ça se schématise la force de flexion ou le mouvement hélicoïdal, etc. Donc, référez-vous à une légende, puis après ça, réutilisez les symboles. Il faut s'habituer simplement à placer les bons symboles aux bons endroits. Et dernière chose, indiquez les éléments importants. Vous allez voir dans les quelques exercices que je m'apprête à faire, il y en a parfois. C'est quoi les éléments importants? Si on se souvient bien, dans le schéma de principe, il y avait quatre éléments à mettre, et dans le schéma de construction, il y avait 5 choses à mettre. S'il y avait des choses supplémentaires que si on dessinait, ça nous aidait à comprendre, gênez-vous pas, rajoutez-le, hein, donc les éléments qui nous aident à comprendre le fonctionnement ou la fabrication de l'objet. Donc, je vais faire un exemple avant de faire ceux qui sont dans votre document d'analyse technologique. Si je fais l'exemple d'un presse-eye, vous avez la photo juste ici devant vous. Même chose, référez-vous aux vidéos. Donc, là, je vous montre un petit extrait très court, mais tous les objets qui font partie du document ont une vidéo, une séquence que vous pouvez regarder en boucle, appuyer sur pause. J'ai essayé de vous montrer à peu près tous les angles de vue. Et l'idée, c'est de prendre son temps parce que dans le fond, ça peut se visionner à la maison là, de la façon que vous voulez. Première chose, hein, on essaie de faire un schéma de l'objet. Donc, ici, on a un pressail. À force de jouer avec, ou si vous me regardez jouer avec, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Et on peut mettre l'objet dans une façon là, assez parlante pour s'aider à faire un schéma qui pourrait ressembler, par exemple, à celui-là que vous voyez juste à côté de moi. Donc, remarquez hein, les couleurs différentes pour les différentes pièces. Il y a, bien entendu, ici, là, pour laisser passer l'ail, on sent la presse, mais remarquez qu'il n'y a rien de farfelu. Là. Je tente de reproduire grossièrement l'objet avec des lignes simples. Hein. Le manche ici, par exemple, c'est une ligne très droite. Donc, retenez ce genre de technique. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter, par exemple, si on avait à faire un schéma de principe du presse-eye? On se rappelle qu'il y a 4 choses. Un dessin simplifié, c'est celui-là qui est fait à l'instant. On va rajouter à ça tous les éléments qui vont nous aider à comprendre. Par exemple, ici, c'est pour presser de l'ail. Hein, pourquoi pas rajouter peut-être une petite gousse d'ail pour montrer qu'en le mettant l'ail ici, lorsqu'on va descendre le bras, ça va, dans le fond, écraser puis laisser passer des petits morceaux là, au travers du grillage. Deuxième chose à rajouter après le schéma, c'est les forces. Donc, parfois, c'est pas l'une des 5 contraintes ou en fait effets d'une force qu'on avait vue, mais plutôt simplement le gros bon sens. Hein, vous savez qu'on a appuyé sur les 2 manches ici de chaque côté pour refermer le pressail. Ben, allez-y, mettez les flèches. Vous vous rappelez, les grosses flèches blanches, c'est les symboles des forces. On met ça sur un schéma de principe. Prochaine chose, les pièces qui bougent, ben, on leur met les symboles de mouvement appropriés. On se rappelle qu'il y avait 3 mouvements avec 2 combinaisons chacune lorsqu'on parle d'unilatéral ou unidirectionnel ou bidirectionnel. Donc ici, on a des rotations puisqu'il y a un pivot, puisqu'il y a un point fixe, il y a un axe dans le fond, dans le mouvement des pièces. Et finalement, la quatrième et dernière chose sur un schéma de principe, hein, c'était le nom des pièces. Là, ici, j'ai mis des noms. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Si on utilise des noms qui sont parlants, par exemple, un axe ici, là, c'est peut-être ce qui parlerait le plus. Ou pivot, ça aurait été très bon. Toutes les pièces peuvent porter, là, je le rappelle, les noms qui vous inspirent, mais allez-y avec quelque chose de relativement simple. Ça aurait pu être ici un manche 1, puis ici peut-être un manche 2. Donc, ça, c'était un exemple. Le pressail, il n'est pas dans le document. Là, je vous demande d'appuyer sur pause parce que là, on tourne le document au premier objet analysé. Vous appuyez sur pause, vous tentez de répondre à chacune des questions et ensuite de ça, je le fais avec vous. Donc, on appuie sur pause.
Et voilà. J'ai mis une esquisse relativement simple et fidèle de l'objet qui est une dégrafeuse, donc pour retirer des agrafes ou en fait des broches qu'on peut appeler en québécois. Et vous avez quelques questions avant de compléter le schéma. Donc, la première question de chacun des objets, je vous demande de me dire c'est quoi la fonction globale de l'objet. Et ici, je souligne, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire la fonction globale. Pratiquez-vous. Euh, Avant de pouvoir analyser l'objet, il faut bien savoir à quoi il sert. Hein. Donc, on, on essaie de formuler dans ces mots à, à quoi peut bien servir un objet comme cette dégrafeuse-là. Donc, on pourrait formuler une phrase du type sert à retirer des broches, donc, ou sert à détacher des feuilles qui auraient été brochées. Et ça serait une très belle fonction à ce moment-là. Ensuite de ça, là, je ne vais pas faire toutes les questions parce que le document est assez épais, là, hein, mais juste le premier, juste pour vous pister sur le genre de questions et le genre de réponses qu'on s'attend. Hein. Première chose, là, ici, vous voyez, je vous demande, là, dans le fond, c'est quoi les différentes pièces dans l'objet. Si vous avez utilisé des couleurs pour dessiner votre schéma, on arrive à comprendre que, dans le fond, chaque couleur représente une pièce et qu'on a donc ici, dans cet objet, on a 5 pièces. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, donnez-leur un nom. Écrivez, par exemple, là, je ne sais pas moi, lame 1, lame 2, etc. Et ensuite de ça, aux côtés de chacune des noms des pièces, donc on peut écrire première pièce, deuxième pièce, vous m'écrivez dans le fond l'utilité de chaque pièce. Donc, c'est comme si, bien entendu, on fait un objet, on ne met pas des... Sauf pour de l'esthétisme, par exemple, mais déjà c'est une fonction. On ne met pas des pièces pour rien dans un objet. Hein. Toutes les pièces ont leur utilité. Essayez de trouver. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse si vous vous fiez à votre jugement, simplement la logique, hein, à quoi ça peut bien servir dans une dégrafeuse, dans le fond, l'espèce de protection sur laquelle on met ses doigts. Donc, allez-y avec le gros bon sens. Ensuite de ça, je vous demande de trouver c'est quoi les matériaux qui composent les différentes pièces. Donc, qu'est-ce que j'entends par matériaux? Là? Ça fait l'objet d'une autre capsule, mais est-ce que c'est en métal, en bois, en plastique, etc.? Ce sont ça les genres de matériaux. Donc, est-ce qu'on est capable de justement se pratiquer à repérer le type de matériaux? Et finalement, là, je vous demande de caractériser les liaisons qu'on voit dans l'objet. Donc, on a une liaison ici, on a une autre liaison ici, on a une autre liaison ici. Donc, allez-y, là, vous vous rappelez, on avait vu permanent, non permanent, on avait vu fixe, mobile, des caractéristiques qu'on peut donner à des liaisons. Donc, au bas de la première page, du premier objet à analyser, je vous demande justement de compléter un beau schéma de principe. Hein, aidez-vous, là, dans le fond, des rappels des quatre éléments à mettre dans un schéma de principe. Donc, une fois que vous les mettez, vous pouvez cocher puis vous assurer que vous avez complété un schéma de principe qui convient. Donc, voilà, divulgachage. Réponse pour le premier objet. Hein? On a le dessin simplifié, les forces, on a les mouvements et on a finalement le nom des pièces. Encore une fois, les noms peuvent varier. Les forces, faut bien comprendre qu'on a vraiment l'appui avec ses doigts ou avec deux doigts sur un objet, puis on a un mouvement rotatif parce qu'il y a un axe. Donc, c'était le premier objet. On passe au prochain objet. Encore une fois, vous voyez l'avertissement. On appuie sur pause. Et voilà. Maintenant, divulgachage, encore une fois, je vous montre en fait qu'est-ce que ça aurait pu être. Je ne passerai pas toutes les questions de tous les objets. Faites l'effort de tenter d'y répondre parce qu'il y en aura en évaluation individuelle en classe. Donc, on pourrait dessiner par exemple une boîte à allumettes. Hein. Servez-vous du fait qu'on avait vu que c'était possible de faire différentes vues d'un objet. Ça nous aide vraiment à comprendre. Là, ici, par exemple, on pourrait mettre des allumettes ou peut-être en mettre une dans notre dessin, ça pourrait être intéressant. Mais voyez, là, sur la vue du dessus, la vue de face, ça m'aide à comprendre. Là, c'est un objet très simple. Là. On a une boîte, puis on a une espèce de tiroir en carton. Donc, si on a un schéma de principe à faire, qu'est-ce qu'on rajoute? On se rappelle les quatre choses, les forces, les mouvements et le nom des pièces, puisqu'il y a seulement deux pièces. Là, c'était extrêmement simple. On passe au prochain objet. On appuie sur pause. On tente de faire les questions. Et j'y vais. Donc, la pince à papier. La pince à papier, cette fois-ci, vous avez une partie du schéma qui est fait, donc relativement simplifié, mais très, très fidèle. Je vous demande de tenter de tracer la vue de face. Donc,
aidez-vous, la photo est là pour vous aider. Donc, est-ce qu'on est capable de représenter, si ça c'est à la vue de droite de la pince à papier, bon, on peut simplement reproduire l'objet, vraiment la photo. Encore une fois, les vidéos peuvent vous aider à voir comment ça se manipule cet objet. Ça fait juste retenir des feuilles ensemble temporairement, puisque c'est tout à fait démontable et ça n'abîme pas le papier, là. Donc, c'est une petite pince, là, ceux qui ne vont pas aller voir la vidéo. Remarquez une chose sur la vue de face, là, hein, j'ai mis des petits tiretés ou un pointillé, puisque c'est des points, hein, pour illustrer qu'il se passe quelque chose qui est comme caché, là, dans le fond. Les, euh, les deux bras, finalement, viennent s'insérer à l'intérieur de la pince principale. Schéma de principe, donc les forces, les mouvements et le nom des pièces. Et justement, il y a ces fameuses insertions qui pourraient être identifiées comme un élément supplémentaire de précision pour comprendre, dans le fond, l'objet, comment il fonctionne, encore une fois. Rappelez-vous, là, c'est ça qu'on fait. Là. On fait des schémas pour comprendre comment fonctionne l'objet lorsqu'on fait un schéma de principe et comment est fabriqué l'objet lorsqu'on fait un schéma de construction. Prochain objet, on appuie sur pause. La pince à linge. Donc, ceux qui n'en ont jamais vu, ça m'étonnerait. Hein, ça ressemble aux photos qui sont juste là. Vous en avez un dans le document tel quel. Il y en a qui sont en plastique, puis celle-ci est en bois. Donc, c'est relativement simple puisqu'il y a seulement 3 pièces dans cet objet. On va aller avec le résultat. Sachez que, à titre illustratif, là, je me permets de vous montrer qu'est-ce que pourrait ressembler un schéma de principe de cet objet, ou un schéma de construction qui est beaucoup plus fidèle. Et encore une fois, si vous n'avez pas les mêmes talents de dessin ou le temps pour le faire, si c'est ressemblant, ça va le faire. Donc, hein, c'est beaucoup plus simple, un schéma de principe, des lignes très simples. Ici, j'ai rajouté des petites encoches pour démontrer finalement là où il y a la retenue du ressort. Donc là, on va s'attarder au schéma de construction surtout. Qu'est-ce qu'on met dans un schéma de construction? Il y avait 5 choses. Il n'y a pas de liaison fixe dans cet objet. Par contre, il y a des guidages. Donc, ce symbole, c'est le symbole du guidage en rotation. Ici, finalement, le ressort sert de guidage en rotation pour les deux parties supérieures et inférieures de la pince. Ceux qui n'auraient pas remarqué à ces deux endroits qu'il y a aussi des guidages en rotation, ça demande une analyse un petit peu poussée, mais bien entendu, pour qu'il y ait une rotation correcte, il faut que l'encoche serve à quelque chose. Et dans ce cas-ci, c'est un guidage aussi en rotation. Si vous en avez une à la maison, prenez le temps de le manipuler ou allez voir la vidéo, encore une fois. Qu'est-ce qu'on met sur un schéma de construction aussi? C'est les matériaux, donc des couleurs. Hein, ça sert beaucoup dans ce cas-ci. On avait 2 matériaux dans cet objet, indiqués par la légende, et finalement le nom des pièces que je viens d'afficher à l'écran. Je ne me suis pas cassé la tête, hein, manche du dessus, manche du dessous et ressort. On passe au prochain objet. On appuie sur pause. Donc, le couteau à pizza. Vous avez une belle photo juste à côté de moi ici, là. Hein? Si on essaye de faire le dessin de face, on pourrait faire quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez juste là. Hein? Donc, j'ai décidé que c'était la face. Rappelez-vous, chaque fois qu'on veut faire le schéma d'un dessin, d'un objet, pardon, on va choisir ce qu'on va appeler la face, et de là va en découler le nom des prochaines vues, c'est-à-dire la vue du dessus à l'égard de cette face-là. Si j'ai décidé que ça c'était la face, j'ai tout à fait le droit de le faire. Hein. Après ça, si je veux dessiner par exemple le dessus ou la gauche de l'objet, ben, c'est parce que ça, je l'ai appelé, celle-là, là, je l'ai appelé la vue de face. Donc, remarquez que là, c'est vraiment pertinent de pouvoir montrer la vue du dessus parce qu'on voit un petit peu le détail ici là, de la tâche finalement qui est, bon, il y a un écrou, donc potentiellement ici, là, c'est ça qui est l'axe de rotation de la lame rotative que j'ai dessiné en rouge. Je réutilise les mêmes couleurs lorsque les pièces sont répertées dans les différentes vues. Ça m'aide vraiment à comprendre le schéma de principe. Là. On a ici le manche en vert qui était ici l'équivalent du rouge sur la photo. Donc, qu'est-ce qu'on met sur un schéma de principe? Même chose, les 4 éléments de référence. Donc, la force, hein, comment j'utilise le couteau à pizza, avance, recule, hein, pour trancher éventuellement une pizza. La lame, elle, va se mettre à tourner, donc on rajoute les flèches de mouvement, c'est le seul mouvement qu'il y a dans cet objet. Et finalement, le nom des pièces, puisqu'on avait déjà fait le schéma simplifié. Ici, j'ai mis rivet. Pour être plus rigoureux, j'aurais peut-être dû mettre vis parce que ça semblait se dévisser. Donc, voilà.
Prochain objet. On appuie sur pause, mais je vais d'abord vous l'expliquer là. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Hein? Pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être rarement vu ça, ça s'appelle une serre en C. À quoi ça sert cet objet-là? Je vais aller ici. Attendez 2 instants. Donc, ça sert normalement lorsqu'on veut coller 2 objets ensemble. On peut les maintenir le temps que la colle assèche. Donc, vous le voyez dans la petite vidéo juste en haut ici. Là. Donc, pendant que la colle sèche, dans le fond, ça maintient les pièces ensemble. Et là, ici, vous me voyez dans la petite vidéo, là, coller 2 planches de bois ensemble, mais ça pourrait être pour maintenir 2 pièces pour une autre raison, lorsqu'on veut clouer, les visser, les percer, peu importe. C'est un outil relativement commun, ici qui est tout en métal. Vous voyez, là, il y a vraiment plusieurs complexités dans cet objet-là. Donc, je vous réfère maintenant aux questions dans votre document d'analyse technologique. On appuie sur pause et là, on tente de répondre à toutes les questions. Vous avez une partie du schéma qui est fait. J'y vais avec le détail des réponses. Donc, il y avait un schéma incomplet. Remarquez, là, ici, là, j'ai fait une vue de face pour vraiment voir comment fonctionne l'objet. Mais pour voir les mouvements, j'ai rajouté la vue du dessous parce que les mouvements sont particuliers. Là, si vous voyez, je vous réfère, il faut aller voir la vidéo, c'est sûr, pour comprendre comment fonctionnent les différentes pièces dans l'objet, l'une par rapport aux autres. Là. Donc, il y a de la symbologie là-dedans. Si on avait à compléter la première chose, il y avait une des questions, je vous demandais de rajouter la fameuse vis. Il y a une symbologie, vous la voyez là à l'écran. Dans le fond, pour dessiner une vis, on peut dessiner simplement des traits penchés. Et l'écrou, qui se trouve à être sur la partie rose à l'écran, dans le fond, c'est aussi des petits traits qui viennent s'insérer et on ressent, dans le fond, la petite vis en bleu, là, très, très bien. Schéma de principe, pour nous aider à comprendre, pourquoi pas rajouter 2 pièces. De toute façon, je vous le demandais, 2 pièces pour montrer à quoi ça sert en même temps l'objet. Maintenant, on met les forces. Le petit bras orangé-jaune, dans le fond, on peut le déplacer latéralement, donc fraîche aller-retour. On peut, bien entendu, c'est la raison de ma vue du dessous ici, là, parce que pour serrer ou pour visser finalement une partie de l'objet, il faut faire le mouvement de torsion avec le manche qui est jaune ou orange. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vue du dessus, ça nous aide vraiment à comprendre, regardez les flèches, comment on peut les mettre. Maintenant, les mouvements, puisque c'est une vis, c'est un mouvement hélicoïdal. La petite pièce ici se déplace le long à l'intérieur de la vis bleue. Là, on voit le mouvement qui est un mouvement rectiligne, donc un mouvement de translation. Et finalement, on a une espèce de rotule dessinée en rouge ici qui se trouve à basculer pour venir s'adapter à l'objet qu'on désire serrer. On pourrait l'appeler le mort aussi, là, mais si c'est une liaison rotule, je l'ai appelé rotule. Donc, on rajoute le nom des pièces et voilà, on a un super schéma de principe avec beaucoup, beaucoup d'informations parce que l'objet commence à être un peu plus complexe. Pour cet objet-là, je vous demandais de faire aussi un schéma de construction. Donc, vous avez une belle référence juste ici, un dessin un peu plus fidèle cette fois, mais on ne se casse pas la tête à dessiner des vis, c'est vraiment une perte de temps. Allez-y avec une symbologie relativement simple, comme vous voyez juste à côté. Donc, on met des liaisons, les guidages, pardon, là, des liaisons, non, il n'y en a pas dans cet objet. Donc, des guidages, et en fait, pour vous aider, là, sachez que chaque pièce qui bouge, ça veut dire qu'elle est guidée. Hein? Si le mouvement ici de la vis, c'est un mouvement hélicoïdal, c'est donc dire qu'il y a une autre pièce, la pièce qui ne bouge pas, qui sert de guidage. Et dans ce cas-ci, finalement, c'est le manche qui sert de guidage pour la vis, et ça, c'est le symbole de guidage en hélicoïdal. On a aussi 2 autres mouvements, donc on va y aller avec le prochain guidage. Ici, le bout de la vis, hein, puisque la rotule elle a un mouvement rotatif, c'est donc dire que la vis, elle, sert de guidage en rotation. Donc, quand la rotule pivote, en fait, la vis, elle, ne bouge pas. C'est elle qui guide, finalement, la rotule dans un mouvement de rotation. Et finalement, ici, là, pour la pièce qui est jaune-orangé, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne. C'est donc dire que c'est la vis qui joue le mouvement, le guidage en translation. Il y a un guidage, j'ai mis ici un guidage aussi en rotation parce qu'on peut prendre la poignée puis la faire pivoter sur elle-même. Donc, on a finalement 2 mouvements, même s'ils ne sont pas illustrés dans le schéma de principe.
c'est juste pour être un peu plus rigoureux, là. Il n'y a pas vraiment d'utilité à ce qu'elle tourne sur elle-même, mais si vous me voyez dans la vidéo, là, ou ceux qui en ont une à la maison, vous pouvez voir qu'il y a aussi un mouvement possible, qui est un mouvement de rotation, d'un guidage en rotation. Ça ici, c'est le symbole de guidage en translation. C'est le mouvement qui est illustré juste ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter sur un schéma de construction? Les matériaux. Donc, remarquez ici là, que j'ai mis autre pour toute pièce qu'on cherche à fixer ensemble, et tout l'objet est fait de métal, donc c'est toute la même couleur. Pourquoi pas rajouter les forces, dans le fond, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, là, dans le fond, ici, vous voyez, là, j'ai rajouté 2 forces, ça nous aide à comprendre l'utilité globale de l'objet, là, puis, dans le fond, les impacts que ça a lorsqu'on l'utilise. Je passe finalement au dernier objet. En fait, celui-là, je ne vais pas le faire avec vous. Donc, il n'y a pas de pause à faire, là, parce que, dans le fond, celui-là, je vous demande de le faire en travail. Hein. Vous avez le couteau à lame rétractable, pour être précis dans le nom de l'objet. J'ai dessiné pour vous un schéma simplifié, analysé comme il faut la vue, finalement, en coupe. Lorsqu'on voit à l'intérieur, il y a une espèce de vis noire ici, qui est la molette, dans le fond, qui nous permet de venir barrer la lame lorsqu'on utilise le couteau. Donc, je vous réfère pour faire comme il faut votre travail. En fait, c'est la dernière page que je vais vous demander, recto verso. Il y a un paquet de questions, il y a plein d'éléments dans chacune des questions à répondre. Et au verso, vous avez 2 schémas à compléter correctement avec tous les éléments qu'on vient de voir dans les exemples que j'ai fait avec vous. Donc, allez voir la vidéo. Là, c'est vraiment juste un extrait qui joue. Écoutez-la, appuyez sur pause, analysez comme il faut. Au besoin, retournez voir les autres objets, comment je m'y suis pris pour dessiner correctement les 2 types de schémas. Et je vais attendre ce super travail de votre part. Alors, ça va être tout.